l'agence So Wine présente So Wine Talks. La première série de podcasts analysant les tendances marketing et communication dans l'univers du vin et des spiritueux. Le marché des spiritueux est en pleine mutation et l'essor du sans-alcool en est sans doute l'un des signes les plus marquants. Depuis 2020, la marque de spiritueux sans-alcool française Juniper bouscule les certitudes d'un secteur trusté par les boissons alcoolisées. Haut de gamme, aromatiques, mais aussi sans sucre et sans alcool, les spiritueux Juniper se sont imposés en CHR et auprès d'une communauté de fidèles en vente directe. Depuis la rentrée, le groupe Cointreau a pris une participation dans l'entreprise, preuve s'il en fallait encore de l'intérêt des géants de la boisson pour le secteur des sans-alcool. Alors, créer une marque de boisson sans alcool relève-t-il d'une innovation produit ou d'une révolution des usages ? Et comment une marque outsider peut-elle redessiner les contours d'un marché installé ? Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir dans les So Wine Talks Valérie de Sutter, fondatrice de la marque de spiritueux Juniper. Bonjour Valérie et merci d'être avec nous. Bonjour. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter pour les personnes qui ne vous connaissent pas ? Donc, je m'appelle Valérie, j'ai 3 enfants et voilà, et donc je suis la fondatrice de la marque Juniper que j'ai lancée il y a 5 ans après une reconversion professionnelle. Quel a été votre déclic alors pour lancer Juniper ? J'évoque souvent quand on en parle d'un voyage à New York. Mais en fait, le voyage à New York, c'est vraiment le moment où je me dis que c'est possible. C'est-à-dire, j'avais déjà l'idée en tête et j'avais déjà envie de créer une marque. En fait, donc moi, j'ai repris des études. En fait, j'ai fait un MBA et pendant ce MBA, j'ai un prof qui m'a parlé d'un vin sans alcool qu'il avait goûté, qui aurait été aussi bon qu'un vin avec alcool. Et en fait, au moment où il m'a dit ça, je me suis dit, mais en fait, si c'était possible, ça serait incroyable. Et donc voilà. Et en fait, j'ai été un peu piquée de curiosité. Donc, j'ai commencé à faire des achats, à regarder ce qui se faisait. Et voilà, j'ai plutôt, en réalité, c'était en 2019, j'ai plutôt été déçue des propositions que j'ai goûtées. Mais l'idée était là. Et en fait, elle m'a jamais quittée. Donc, comme j'ai dit, c'est une reconversion. Moi, je viens pas du tout du domaine des boissons, mais je peux pas expliquer pourquoi. C'est parce que c'est pas rationnel. Mais j'ai commencé à passer énormément de temps sur ce sujet en me disant, il y a quand même un truc à faire autour de l'apéro. C'est pas normal que moi... donc moi, j'ai toujours eu une consommation modérée, mais j'ai un mari passionné de vin. Mais c'est pas normal que moi, le jour où je souhaite pas l'accompagner, je sois un peu punie, que j'ai pas en fait... que j'ai pas une proposition qui soit à la hauteur de ce que je pourrais avoir. Il y avait souvent le problème du sucre, j'imagine qu'on y reviendra. Il y avait le problème aussi que c'était souvent très infantilisant. Et donc voilà, et donc j'ai creusé, j'ai beaucoup lu. Je suis allée lire des traités de distillation, des traités de boissons, en fait, de manière assez large. Et voilà, et c'est comme ça que, en fait, j'ai creusé. Donc, j'ai pas créé Juniper du jour au lendemain. Il n'y a pas une sorte de déclic, un avant, un après. Ça a été un processus que j'ai mûri, que j'ai construit. Mais à New York, quand j'y suis allée, il y avait en fait des boissons fonctionnelles que j'ai absolument adorées. Et notamment, il y avait 2 marques que j'ai adorées. La première, c'était Dirty Lemon. Et en fait, les New-Yorkais, ils sortaient de leur cours de yoga avec ces canettes. Et là, je me suis dit, mais en fait, il y a vraiment un truc dans le domaine des boissons. Alors, peut-être que je regardais uniquement ce que j'avais envie de voir. Mais je me suis dit, on devrait pouvoir réinventer le monde des boissons. On fait tous super attention à ce qu'on mange. On est capable de faire 3 kilomètres pour acheter une tomate bio. C'est pas normal qu'au moment de l'apéritif, tous nos principes autour des boissons soient abandonnés. Et Juniper, d'ailleurs, on résume toujours Juniper au sans-alcool. Et bien sûr que le sans-alcool, c'est un élément majeur de Juniper. Mais dans la réflexion dès le départ, il y avait le sans-sucre, il y avait aussi le fait de sourcer les produits, il y avait l'histoire de se faire un focus sur un ingrédient. Enfin, je trouvais qu'il y avait plein de sujets dans le domaine des boissons qui n'étaient pas forcément adressés. Le sans-alcool, à l'époque, c'était complètement déconsidéré. Il y a plein de gens qui me disent « Mais on est en France, n'importe quoi. Pourquoi tu veux faire ça ?» Voilà. L'idée, elle a mûri pendant longtemps. Et le déclic, c'est New York, où je me dis, tout le monde me dit que c'est une mauvaise idée, mais je pense que c'est possible. Et en 2020, c'était quoi le marché des boissons sans alcool en France ? Dans le monde, il y avait uniquement Seedlip qui existait. Et Seedlip, ils n'avaient pas décidé de prendre la France pour marché principal parce que j'ai cru comprendre ensuite qu'ils avaient fait un peu une distinction entre les marchés de vin et les marchés de cocktails. Et ils s'étaient dit, la France, c'est complètement non prioritaire.
Moi, je crois que je l'ai vu dans 1 ou 2 endroits à Paris, mais vraiment, vraiment très peu. Et je crois qu'au moment où je me lance, Ceders qui existait, mais pas en France, se lance au même moment, il me semble. Et donc voilà, c'était ça le marché. Il y avait pas grand-chose. Et justement, donc vous avez parlé du fait que Juniper sont des spiritueux sans alcool et sans sucre. Pourquoi ces 2 valeurs cardinales-là pour vous au lancement? Alors, parce qu'en fait, moi, donc j'ai un peu créé la boisson qui me manquait et ce que je reprochais beaucoup à ces boissons que je pouvais prendre à l'apéritif, c'était le côté très sucré. Le côté très sucré, je ne l'aimais pas pour le goût et je ne l'aimais pas aussi pour le côté infantilisant. Mais en fait, le sans sucre, ça a été un grand débat. Donc, j'ai rencontré un bartender dans le cadre du lancement de Juniper, qui s'appelle Flavio Angelillo, qui est encore mon associé aujourd'hui et qui m'a beaucoup aidé à développer les recettes et que je suis allée voir, à qui j'ai présenté mes idées et en fait, qui a été séduit par le projet, par le côté distillation sans alcool. Mais moi, dès le départ, je lui avais pas dit qu'il y aurait pas de sucre, mais c'est un peu arrivé plus tard dans la discussion. Et je lui ai dit, mais en fait, il y aura pas de sucre dans le produit. Et là, lui, il m'a dit, mais en fait, c'est impossible. C'est-à-dire, moi, je fais du cocktail. Tu me demandes déjà de faire du sans-alcool. Tu peux pas me demander de faire du sans-alcool sans sucre parce que le sucre, ça apporte du goût, de l'aromatique. Ça apporte aussi de la texture dans le cocktail. En fait, le sucre, c'est pas possible de l'enlever. Et moi, je lui ai dit, mais non, mais en fait, le projet, il peut pas y avoir du sucre parce que s'il y a du sucre, en fait, déjà, c'est moins différenciant parce c'est moins innovant, alors qu'on peut faire quelque chose sans sucre. Et d'ailleurs, la distillation fait qu'il n'y a pas de sucre au bout. Donc, en fait, il y a beaucoup de gens qui en rajoutent derrière. Et moi, je lui dis, on va pas rajouter du sucre. Si on a du goût sans sucre, pourquoi on rajouterait du sucre? Et je lui dis, mais en fait, c'est ça qui est le vrai changement pour tous les gens comme moi qui veulent quelque chose de sophistiqué à l'apéro. Au moins, on pourra ne pas avoir de sucre. Il se trouve que nos boissons se boivent en cocktail. Donc, en plus, après, on peut le doser. Si tu as envie de te rajouter du sucre, tu te prends un petit sirop de sucre que tu rajoutes si tu as vraiment besoin. Mais je pense que c'est pas nécessaire. Et donc voilà. Et donc a priori j'ai gagné le débat puisqu'on a vraiment lancé sans sucre et sans alcool. Et donc maintenant on a 3 références de la gamme. Donc la collection de Juniper qui est vraiment sans aucun sucre. On a même des toniques sans sucre. Donc on est allé assez loin dans la démarche du sans sucre. Mais pour moi elle est essentielle parce que c'est la vraie innovation. C'est ça qui change, qui fait un avant et un après sur le marché du sans alcool où on peut proposer quelque chose pour l'apéritif festif sans alcool et sans sucre. Et le sucre, en réalité, on est très habitué, mais moins on en boit, moins on a envie d'en boire. Et quels ont été les grands obstacles quand vous avez lancé Juniper en France? C'est pas facile je pense, de lancer une entreprise par nature. Je pense que déjà, le défi est assez important à relever. Là, il fallait créer un marché. C'est pas simple. Moi, je me suis créée à peu près au pire moment pour une marque qui voulait vendre dans du CHR. C'est qu'en 2020, c'était quand même pas la bonne idée. Mes bouteilles, je les ai eues le 22, je crois, février 2020. Donc au moment où on savait pas trop ce qui allait se passer, mais c'est sûr qu'un mois plus tard, j'étais incapable de les vendre au moindre CHR. Voilà. Après, des difficultés, il y en a eu. C'est un peu les hauts et les bas de l'entrepreneuriat. Moi, c'est aussi ce qui me plaît dans mon quotidien, c'est le fait que chaque jour est un peu une victoire. Il y a eu pas mal d'obstacles aussi parce que l'accueil au départ était quand même pas grandiose. J'ai pas été accueillie très bien parce que aussi il y a cette dénomination spiritueux sans alcool, le côté un peu alcool. Cette dénomination faisait qu'il y a certains qui se sentaient un peu visés personnellement par ma démarche, alors que moi je propose juste une alternative et que je crois que je suis vraiment pas une personne très radicale dans son approche, mais néanmoins je sais que ça a suscité un peu des réactions. Et donc voilà, ça n'a pas été un long fleuve tranquille, mais ça a été, en tout cas pour le moment, c'est une super aventure. Et alors vous, donc vos spiritueux sont sans alcool. Est-ce que peut-être vous pouvez nous expliquer pour les personnes qui ne le savent pas ce qu'est la différence avec le désalcoolisé et pourquoi vous avez fait le choix du sans alcool? Oui, alors donc nous, effectivement, on ne part pas d'un spiritueux classique qu'on désalcoolise pour produire Juniper. Moi, en fait, dès le départ, dès le premier jour, c'était pas un choix que j'ai souhaité faire. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que quand moi-même je recherchais des boissons sans alcool, si j'avais le choix entre une boisson à 0,0 et une boisson à 0 quelque chose, parce qu'il y avait des résidus qui restaient parce qu'elle était désalcoolisée, je prenais systématiquement la boisson à 0,0. Donc je m'étais dit que cette démarche du 0,0 elle était importante. Deuxièmement, j'ai beaucoup lu, et donc la distillation a été utilisée sans alcool dans le passé, et donc je m'étais dit en fait cette démarche a déjà existé, donc pourquoi ne pas essayer de la raviver?
Et donc, on devrait pouvoir, voilà. Alors après, je l'ai testé empiriquement après me l'avoir m'être le dit, enfin, en tout cas, avoir posé ce principe. Mais je m'étais dit, en tout cas, mes premiers tests, je veux absolument qu'ils soient sur la base d'une distillation sans alcool. Donc, on ne rajoute pas de l'alcool dans l'alambic. Et la troisième raison, c'est que souvent, la désalcoolisation se fait par évaporation. Et donc, on fait évaporer les arômes. Et moi, je m'étais dit, je préfère mettre du temps et de l'argent à bien sourcer des épices et à les travailler plutôt que de faire quelque chose pour le défaire. En fait, la distillation, c'est quand même un procédé génial et qui nous permet d'avoir une intensité aromatique sans alcool. Après, c'est quand même un défi sur certains produits, c'est un défi sur certaines épices. Nous, la distillation, dès qu'on la pratique, elle nécessite beaucoup plus d'épices qu'un gin traditionnel. Et d'ailleurs, ça m'intéresse d'aller là-dessus parce que en temps, il y a une question qui se pose autour du prix de nos produits, mais nos produits, ils coûtent cher à produire, enfin, et pas moins qu'un gin. Donc moi, pour faire Juniper numéro 1, j'ai besoin de 5 fois plus d'épices que pour un gin classique. Et donc, j'ai voulu garder ça avec ces forts ADN 0,0 et on le retravaille derrière, soit en infusant, soit en distillant, soit en macérant, enfin avec pas mal de techniques, ça dépend des produits et pas de désalcoolisation. Et est-ce que justement, avec le fait que vous lanciez Juniper en France, vous avez ressenti des freins, une certaine résistance au changement et une certaine résistance à comprendre ce que c'est qu'un spiritueux sans alcool? Alors moi, j'ai eu beaucoup de chance. Donc en fait, je le disais, donc c'est lancé pendant le Covid et donc en fait, j'ai vite, moi je pensais être une marque qui vendait au CHR, enfin, c'est-à-dire dans les bars. C'était un peu mon plan de développement. Bon, c'est pas du tout passé comme ça. Donc en fait, en mars, là, je me dis, je sais pas trop quoi faire. D'ailleurs, ce que j'ai fait, c'est que j'ai planté des genévriers. On en reparlera peut-être plus tard, mais vraiment, j'étais un peu désemparée, désœuvrée, en me disant comment je vais pouvoir vendre ma première production, parce qu'en fait, j'avais ma production, donc il fallait quand même que je la vende. Et c'est là où je me suis dit, en fait, je vais essayer de vendre en ligne. La vente en ligne, j'y connaissais rien, strictement rien. J'avais prévu d'avoir un site internet, il était fait sur Shopify, ce qui permet de vendre. Mais j'avais pas prévu je voulais que ça soit une vitrine, c'est-à-dire si on voulait se renseigner sur Juniper, on pouvait se rendre sur le site et apprendre sur la marque et tout ça, mais pas forcément un outil de vente. Et donc en mars, je me dis, je crois qu'il va falloir que je trouve une solution. Et en avril 2020, je décide, en fait, je suis allée regarder des tutos sur YouTube. Parce qu'en fait, je pouvais pas me payer d'agence, j'avais pas d'argent. Et donc je me suis dit, je vais aller faire des tutos sur YouTube pour savoir comment on fait de la pub sur Facebook. En fait, c'est très facile de faire de la pub sur Facebook. Et donc, je suis allée sur Canva, donc un truc de graphisme, et j'ai commencé à faire une pub et j'ai écrit sans sucre, sans alcool, réinventons l'apéritif, mon fameux sans sucre. Et en fait, cette pub, elle a duré, je crois, 3 ans, c'est-à-dire ce qui est assez long à l'échelle de Facebook, où normalement on renouvelle les créas toutes les semaines. Et le sans sucre, sans alcool, réinventons l'apéritif, en fait, ça a pris. Et en fait, moi, dès ma première année, on a fait 200 000 € de chiffre d'affaires la première année. Donc, en fait, en se lançant en avril, dans un contexte hyper compliqué. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est développé, qu'on a grandi. Donc, en tout cas, de la partie B2B, tous nos clients, il pouvait y avoir une réticence en tout ça. Mais du côté des consommateurs, moi, j'ai eu, dès le départ, un certain engouement, et je voyais que tous les mois ça grossissait, tous les mois je pouvais mettre plus de budget, et aujourd'hui on est une marque assez atypique parce qu'on est très présent sur le digital, mais en fait ça fait partie de notre ADN depuis le jour, enfin voilà, vraiment le premier mois, que moi j'adore cette partie, je trouve que c'est super parce qu'en fait nous on a un contact direct avec notre consommateur et que ça c'est assez unique. Ça veut dire qu'on le connaît, ça veut dire qu'on échange, ça veut dire qu'ils sont capables de m'écrire des emails quand ça va ou quand ça va pas. Et ça, en tout cas, j'en suis très contente. On comprend bien que dès le début, ça s'est lancé sur le digital, mais comment est-ce que vous avez gardé ce lien-là avec les gens? Parce que c'est pas si commun pour une marque de spiritueux d'avoir une très grande partie. Je crois que c'est près de la moitié de vos ventes qui se font en ligne. Oui, alors en fait, c'est comme ça qu'on s'est construit, c'est comme ça qu'on s'est développé. Moi, j'y ai consacré beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Je crois aussi que c'est le marché qui le voulait parce que aujourd'hui, ça fait 5 ans. Aujourd'hui, au bout de 5 ans, j'ai quand même encore certains professionnels qui peuvent avoir dans un discours assez encore réticent. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un marché
qui s'est construit par la demande, par le consommateur qui est allé, voilà. Tout le monde nous a dit qu'on survivrait pas 2 ans. Je l'ai entendu 120 fois. Oui, mais c'est une mode, elle va passer. C'est juste un effet marketing. Je l'ai entendu, enfin, mais je sais pas, des milliers de fois. Enfin, vraiment, tout le monde me disait toujours ça. Moi, j'étais j'étais absolument convaincue du contraire. C'est quelque chose qu'on a travaillé, qu'on apprécie beaucoup. Je trouve que c'est génial de pouvoir avoir ces consommateurs. Je trouve que c'est génial de pouvoir leur parler, de pouvoir échanger avec eux et recevoir leur feedback. Là, c'est pas les géants de l'industrie qui ont créé ce marché. Il fallait le créer d'une certaine manière. Mais donc, je crois que c'était en fait la seule voie. On n'aurait pas pu émerger sans cette force du digital. Notre organisation derrière est très tournée sur le digital. Je vois beaucoup de gens dans les spiritueux qui sont pas capables d'envoyer des colis à la bouteille. Nous, forcément, on est capable d'envoyer à la bouteille. Donc, on a une logistique. On a notre propre logistique, on a nos propres entrepôts. Moi, j'y tiens beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, la réactivité, c'est essentiel dans un milieu du digital. Et donc, je pense finalement, on a construit des économiques, en tout cas une structure qui font que ça fonctionne et que ça peut continuer aujourd'hui. Et on a voulu être rentable. Et donc aujourd'hui, voilà, c'est un système qui fonctionne. Est-ce que demain, on sera autant digital? Objectivement, c'est naturel que sur un marché qui est aussi peu digitalisé, la part du traditionnel prenne une place croissante. C'est naturel et ça le sera. C'est aussi parce qu'on était petit au début et qu'on a grandi. Mais moi, je tiens vraiment à ce que notre ADN digital, on le conserve. Aussi parce que, ça c'est le dernier volet, c'est que nous, on se consomme en cocktail. Et donc, quand on choisit la France comme premier marché, c'est quand même assez dur parce qu'on a un pays donc avec une forte tradition autour de l'apéritif et du vin et en plus une culture cocktail très faible. Or, moi, mes boissons se boivent en cocktail. Et donc, on doit dire comment on fait un Negroni, un Mule. Enfin, tous ces cocktails-là, en fait, il y a une certaine éducation à apporter et le digital nous le permet. Beaucoup plus que d'autres médias ou d'autres possibilités de communiquer. D'ailleurs, moi, je suis toujours assez frustrée et pendant longtemps, on parlait très peu de la marque sur le digital. On parlait surtout du concept, du sans-alcool et tout ça. Alors que moi, j'ai toujours pensé comme Juniper comme une marque. Et moi, ce que je veux, c'est que les gens identifient Juniper et pas forcément. Je veux pas qu'on soit le concept gadget du sans-alcool qui est justement là pour 2 ans. Mais en fait, la marque, on en parle depuis récemment parce que là, on voit que le marché est plus mûr, que les gens savent qu'il y a des options et tout ça. Mais pendant longtemps, on était juste là pour dire le sans-alcool existe. Voici Juniper. Donc en plus, c'était assez frustrant. Et aujourd'hui, votre gamme est composée donc de 3 gins sans alcool avec différentes notes aromatiques, mais aussi d'un bitter et d'un vermouth. C'était important pour vous donc de vous ancrer dès le départ dans l'univers du cocktail, vous l'avez expliqué, mais est-ce que vous avez développé la gamme comme ça, en le pensant comme ça, en donnant tous les outils pour faire des vrais bons cocktails? Ouais, alors ça, c'est vraiment une partie de la gamme très importante et je crois que c'est aussi un point de différenciation, c'est que nous, on a toujours pensé cocktail. Enfin, ça, c'est l'ADN, c'est ce que Flavio a apporté. Et donc, de toute façon, comme le produit est fait pour être consommé en cocktail, il fallait qu'on pense au cocktail dès le départ. Donc nous, quand on développe un produit, on a toujours l'idée du cocktail majeur qu'on pense promouvoir avec le produit en tête, toujours. Et comment on le teste pur, mais on le teste aussi en cocktail, avec l'idée que on puisse le répliquer en mettant le même dosage que le spiritueux originel. Pour que ça nous aide à savoir, à doser un peu l'intensité du sans-alcool. Mais nous, on a toujours pensé cocktail. Et c'est d'ailleurs, je crois, une de nos marques de fabrique. On a ce terme, ceci n'est pas un Negroni, ceci n'est pas un Moscow Mule, enfin, toute cette déclinaison de cocktail. Et on pense cocktail toute la journée avec cet équilibre à trouver, avec Flavio qui me dit toujours mais là ton cocktail il ne ressemble pas à un vrai cocktail, tu devrais faire ça, l'exigence du monde du cocktail qui est très peu connu du grand public et en même temps le fait de le vulgariser et de montrer à dire mais en fait oui mais il est quand même très bon comme ça, enfin en tout cas moi j'ai découvert ce monde du cocktail qui est un monde qui me semble très proche de la pâtisserie avec tous ces codes et toute cette exigence et tous ces dosages qu'on doit avoir qui doivent être très précis. Et voilà. Et donc, nous, on essaie d'être un peu entre les deux. On est capable de faire de très bons cocktails, mais on essaie aussi de montrer qu'on peut faire des cocktails assez simples. Et donc, c'est comme ça qu'on a pensé le développement de la gamme. On a pensé par rapport aux cocktails qu'on pouvait développer.
et aussi à notre capacité à pouvoir faire quelque chose de bon, parce que moi, je veux pas sortir de produit si le niveau qu'on souhaitait atteindre ne l'est pas. Et donc voilà, donc il y a des gens qui essayent de voir une logique très, très rationnelle dans nos lancements produits, là où il faut voir surtout qu'on est quasiment tout le temps en développement produit, moi j'essaye de me nourrir énormément. Mais en plus, maintenant, il y a beaucoup de gens qui me contactent et donc de goûter énormément de produits, d'échantillons, d'ailleurs que ce soit alcoolisé ou pas alcoolisé. Et donc, on est dans une démarche d'innovation assez continue. Qu'un développement produit sur le sans-alcool, c'est pas linéaire. Là, on a lancé un dernier produit, donc c'est SPRZ numéro 1, qui est donc notre spritz sans alcool. C'est une très mauvaise idée de lancer un produit en juillet, surtout un spritz, c'est-à-dire la saison est lancée, les cartes sont faites. Économiquement, c'était pas la meilleure chose qu'on ait faite. Néanmoins, il n'était pas prêt en mars. Et en mars, je me dis, mais en fait, j'ai aucune envie de lancer quelque chose dont je suis pas satisfaite. Il faut que, voilà, on continue à développer. Il faut pas toujours voir une sorte de calcul économique rationnel dans nos lancements produits, mais plutôt, cette exigence qu'on essaye de se fixer sur le niveau des produits, qui a d'ailleurs fait beaucoup de mal au sans-alcool, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont pensé qu'on pouvait lancer n'importe quoi et que les gens allaient le boire. Et donc voilà, je suis assez contente que quand même, souvent, en tout cas, on a souvent des retours très positifs sur la qualité de ce qu'on propose. Et ça, j'en suis très fière. Mais aussi, ce que je me demandais, c'est que quand on défriche comme ça un univers entier, comment est-ce que vous posez les limites de là où vous voulez vous arrêter, des contours de votre gamme de produits? Parce qu'en fait, là, votre champ des possibles, il est illimité, mais donc ça fait que c'est un choix de s'arrêter sur certains produits, d'en privilégier certains par rapport à d'autres. Est-ce qu'il y en a certains où vous vous dites, c'est sûr, je n'irai pas là-dessus? C'est une très bonne question. En réalité, la question, j'en vois deux. La première, c'est même où on s'arrête dans le développement produit, puisque finalement, on défriche beaucoup de domaines et donc, en fait, il n'y a pas vraiment de trucs autour. Donc, où est-ce qu'on s'arrête? Et notamment pour le développement de Juniper numéro 1, c'était comme ça. Sur RHHM numéro 1, Flavio, mais je pense qu'il en avait vraiment marre parce qu'en plus, moi, je suis beaucoup dans le conseil, j'aime bien écouter, j'aime bien entendre plein d'avis. Et donc, je lui écrivais des messages, on devrait faire ça, mais en fait, ça part un peu dans tous les sens. C'est vrai qu'il faut le cadrer. Et pourtant, je suis plutôt quelqu'un normalement d'hiérarchiser, mais là-dessus, je me disais, mais on pourrait faire ça, on pourrait aller chercher ça. Donc ça, c'est le grand problème. Moi, je pense que c'est illimité, et moi, je pense aussi qu'on est seulement, alors peut-être en décevoir certains, mais on est seulement au début de ce qu'on peut faire sur le sans-alcool. C'est-à-dire que le sans-alcool, moi, ce que j'ai réussi à défricher en partant de zéro, je suis sûre qu'il y a plein de gens qui pourraient faire des super choses. Et le sans-alcool, il a été, pour moi, il a souffert vraiment d'un manque d'intérêt, d'un manque total d'ambition. On pouvait considérer qu'on pouvait servir n'importe quoi parce que la personne ne souhaitait pas boire d'alcool et qu'elle pouvait boire de l'eau. Et que à partir du moment où on se dit ça, le champ des possibles, il est énorme. Et d'ailleurs, il y a plein de gens maintenant qui commencent à le travailler, pas seulement dans cette catégorie distillation spiritueuse qui est un peu notre ADN, mais dans d'autres domaines. Moi, ce que j'essaie de me fixer, c'est de me dire, nous, on ne fait que du sans-alcool. On m'a beaucoup proposé des produits à 5% et tout ça, on a beaucoup fait, mais ça, c'est pas mon ADN. La distillation, c'est notre ADN. C'est quelque chose qu'en plus j'apprécie énormément et qui, à mon avis, est quand même un marqueur fort de la marque. Après, jusqu'où on ira, je sais pas. Forcément, j'ai des plans. On a des plans à 2 ans. En réalité, là, le tonic sans sucre qu'on a sorti récemment, ça faisait pas du tout partie des plans de départ. Mais en fait, il y avait aucun tonic sans sucre qui se lançait sur le marché. J'ai dit à plein de marques de tonic, mais lancez un tonic sans sucre, je vous promets. Mais finalement, personne lance de tonic sans sucre. Je trouve que ça crédibilisait vraiment notre gamme de pouvoir avoir le tonic qui l'accompagnait. J'ai lu dans Le Parisien que vous avez dit donc qu'il y a 5 ans, début 2020, il n'y avait quasiment pas de marché sans alcool ou alors uniquement de la bière. Et en 5 ans, nous avons fait un vrai pas. Le sans-alcool est passé de l'anecdotique à l'indispensable. Selon vous, qu'est-ce qui a changé? Donc, c'est l'arrivée d'une marque comme la vôtre, peut-être d'autres marques. Est-ce qu'il y a aussi eu un changement sociétal, vous trouvez? Alors, c'était effectivement l'interview du Parisien, et la veille, j'ai eu un de nos distributeurs au téléphone, et c'est lui qui me l'a dit. C'est lui qui m'a dit, tu sais, maintenant, en fait, le sans-alcool, c'est passé de l'anecdotique à l'indispensable. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas arriver dans un rendez-vous client sans une proposition sans alcool. Et voilà, et je trouvais que la remarque était assez intéressante. Est-ce qu'il y a eu un changement sociétal? Oui, je crois. Enfin, moi, je vois dans mon entourage, autour de moi,
plein de gens à la limite, la question n'est pas de dire s'ils pensaient que c'était une bonne idée ce que je faisais, mais en tout cas qui trouvaient ça aberrant de faire du sans-alcool et qui aujourd'hui consomment du sans-alcool. Il y a eu un grand changement, je crois aussi, de fait de l'assumer, de dire non mais moi ce soir je ne bois pas. Voilà, je pense que le Covid a aussi fait que les sujets santé ont peut-être pris un peu plus d'importance et peut-être qu'on en parle un peu plus en disant non mais je fais attention à ma santé. Donc oui, il y a eu un vrai changement. Je trouve qu'il n'y a pas assez d'études à ce sujet. On lit beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses sur la jeune génération. Ça, je crois qu'il y a un vrai changement. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui le constatent. Moi, dans mon entourage, c'est vrai qu'il y a un vrai changement de consommation. Ce que je vois aussi, c'est que chez des personnes plus âgées, c'est la même chose. C'est-à-dire, en tout cas, qu'il y a une interrogation de se dire est-ce que je bois ou pas ce soir ? Voilà, quel est mon rapport à l'alcool ? Après, il y a plein de gens qui me demandent toujours si je pense que l'alcool va disparaître. Je suis pas du devin, c'est pas du tout. En plus, je suis pas dans une mission pour ça. Moi, ce que je souhaite, c'est proposer une alternative. Et donc, je sais pas dans quelle mesure il faut se prononcer par rapport à ça. Mais ce que je crois, c'est qu'il y a eu quand même un changement assez fort du côté j'assume de ne pas boire et je cherche des alternatives pour ne pas boire. Si on parle un peu plus de votre storytelling, est-ce que vous l'avez pensé comme un pont entre l'alcool et le sans-alcool, notamment avec tout votre univers du cocktail ? Alors déjà, je considère que le sans-alcool a été complètement sous-considéré et que parce que c'était du sans-alcool, on pouvait servir n'importe quoi dans un verre moche et avec un packaging moche. Donc ça, je ne sais pas si c'est réservé à l'alcool. En tout cas, moi, j'avais aucune envie de promouvoir une marque avec tous ces codes qui étaient attachés au sans-alcool, mais je ne sais pas pourquoi ils étaient attachés au sans-alcool. Et on revient toujours à ce que je disais, parce que pour moi, c'était un manque d'intérêt, un manque d'ambition, et surtout, on n'avait pas du tout envie d'offrir quelque chose. Donc, moi, je propose un spiritueux sans alcool, avec une alternative complètement sans alcool, et avec l'idée de dire, si j'ai envie de ne pas boire d'alcool, je dois quand même avoir envie de sortir ma bouteille, de la mettre sur la table, d'en faire un moment, un rituel. Ça, c'est le point de départ de la marque. Il y a un packaging soigné. J'ai fait très attention au choix de ma bouteille. J'ai travaillé un ingrédient, la baie de genièvre. On est revenu planter des genévriers et ça se voit sur l'étiquette de la bouteille. Et plein de choses, j'aime beaucoup. Et puis, j'aime beaucoup l'univers des spiritueux. Je trouve que c'est un univers très qualitatif et tout ça. Mais je revendique le fait que je ne vois pas pourquoi ça serait uniquement l'apanage des produits alcoolisés, alors que on peut tout à fait faire des choses très qualitatives, même si on n'a pas d'alcool dans le produit, que ce soit sur le plan gustatif, mais aussi visuel. Et justement, est-ce que vous pensez que ces codes du luxe qu'on retrouve dans les spiritueux peuvent apporter au monde des boissons sans alcool ? Oui, je crois que ça peut apporter, et je crois que ça peut apporter que du bien, en tout cas. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que pour moi, le packaging, ça doit traduire la démarche qu'on a mise dans la marque, dans le produit, et le soin qu'on a apporté à développer la recette, le soin qu'on a apporté à penser l'équilibre, à penser le cocktail qu'on allait développer avec, et tout ce soin. Enfin, Juniper, moi, j'ai vraiment beaucoup réfléchi, j'ai vraiment passé énormément de temps à me dire, mais qu'est-ce que serait une proposition sophistiquée, sans alcool ? Qu'est-ce qu'on pourrait amener ? Pourquoi utiliser cette baie ? Pourquoi plutôt qu'une autre ? Toute la démarche aussi dont je parlais au départ, de dire c'est pas uniquement le fait de faire du sans-alcool, mais le fait de faire du sans-sucre, de bien sourcer ses ingrédients, enfin tout ça. Et ça, pour moi, ça doit se refléter aussi dans le packaging. Est-ce que vous avez eu des difficultés avec votre crédibilité auprès des CHR ou est-ce qu'il y avait une vraie demande dès le lancement ? Nous, on s'est beaucoup développé chez les cavistes et moi, j'adore, c'est vraiment un réseau que j'adore. Et d'ailleurs, les cavistes, ils nous ont plutôt fait confiance dès le départ, avant les CHR. Alors après, il y a toujours ce contexte. Je suis née pendant le Covid, donc pendant 2 ans, le CHR, c'était quand même un peu plus compliqué. Et leur priorité, c'était pas de mettre du sans-alcool au menu, ce que j'entends parfaitement. Donc, je veux pas faire une généralité du calendrier de notre développement qui était pas forcément idéal. Donc nous, il y a beaucoup de cavistes qui nous ont soutenus, accompagnés. On est d'ailleurs dans beaucoup de vitrines. Et en fait, c'est le super pouvoir de prescription des cavistes qui, je pense, ont été sensibles à la démarche, ont été sensibles au fait qu'on distille, ont été sensibles je pense aussi à l'attention portée au packaging, à peut-être mon histoire, voilà, enfin tout ce qu'on a fait autour de la marque. Donc ça on s'est beaucoup développé. Sur le CHR,
objectivement, on a eu des retours, on a eu des retours enfin, en fait, que vous pouvez imaginer. On a eu d'un temps des retours de très sympas. On a eu des retours un peu moins. On nous a expliqué que les gens qui sortaient ne buvaient que de l'alcool. Enfin, on nous a expliqué pas mal de choses. J'ai pas mal d'anecdotes. Mais bon, le CHR, c'est pas le secteur qui est venu le plus rapidement au sans-alcool, en tout cas de la manière la plus naturelle possible. Néanmoins, moi, je vois aujourd'hui qu'il y a certains établissements qui nous disaient non il y a 3 ans, qui aujourd'hui ont 3 cocktails Juniper à la carte. Mais c'est toujours la même chose, c'est que c'est le sujet de créer un marché aussi. Le marché n'existait pas, enfin en tout cas cette catégorie. Pour moi, il y avait le marché, mais en tout cas la catégorie n'existait pas. Et tout ça peut pas se faire du jour au lendemain. Et voilà, et après, on a dû convaincre. Mais aujourd'hui, en tout cas, cette partie CHR, elle se développe très vite. En fait, aujourd'hui, nous, notre croissance, elle s'explique beaucoup par la croissance en CHR. Et pour parler un peu de l'influence, comment est-ce que vous choisissez vos personnalités ambassadrices et en quoi est-ce qu'elles participent à la construction de l'image Juniper? Pour répondre à la question, je vais d'abord dire que pour Juniper, j'ai dû m'exposer. En fait, c'est une marque, au-delà du fait qu'on soit très digital, c'est une marque où on me voit. C'est-à-dire, je crois que je signe plus les emails. En tout cas, c'est une marque dans laquelle j'ai dû me mettre en avant. Dans le digital, c'est très dur de ne pas s'exposer. C'est aussi dur, je pense, parce que justement, dans cette création de marché, il y avait, à mon avis, un peu de conviction à aller mettre, de sincérité, d'authenticité. Et je pense que le Juniper ne se serait pas développé comme ça si j'avais pas, en fait, assumé autant ce sans-alcool, si j'avais pas porté autant la marque. Et en réalité, donc quand on compare nos performances pour les ads, notamment quand il y a ma voix, ça performe beaucoup plus que quand il n'y a pas ma voix. Au-delà de... Parce qu'en fait, je pense que je mets beaucoup d'énergie à développer cette marque et je pense que ça se ressent et que c'était très utile de pouvoir le faire. Et puis après, il y a plein d'autres choses. C'est que quand c'est ma voix, c'est la mienne, donc elle ne coûte pas. Je peux le faire le matin en me levant. J'ai pas besoin d'organiser un tournage. Enfin, tout ça. Des marques aussi qui se sont construites comme les miennes avec finalement peu de moyens. Au final, il y a un côté très pratique de pouvoir incarner sa marque. J'essaye de le faire avec distance aussi parce que j'ai pas envie d'être une marque féminine. J'y tiens beaucoup. Il y a beaucoup d'hommes qui consomment Juniper. Et donc, j'ai pas du tout envie d'incarner ça. J'ai pas non plus... Au départ, je voulais pas du tout le montrer. Donc moi, j'ai 3 enfants. J'ai commencé, mes enfants étaient tout petits. J'avais pas du tout envie de cet aspect maternité, tout ça. J'avais pas du tout envie que Juniper soit associé à ça. Et donc, pendant longtemps, je n'ai pas parlé. Et puis après, il a fallu le faire. Et après, quand on voit que ça marche, on continue. Et aujourd'hui, j'essaye de mesurer. Je veux pas que Juniper soit associé à mon image, néanmoins, peut-être à mon énergie ou peut-être à au message que j'ai envie de faire passer. Maintenant, sur l'influence, il faut qu'effectivement la marque grandisse. Il faut qu'elle aille voir d'autres publics. Et puis surtout, en réalité, il y a plein de profils de gens qui consomment du sans-alcool. Et ça, c'est ce qu'on est censé, en tout cas, c'est ce qu'on veut mettre en avant. Il n'y a pas que moi. Quand on cherche des profils d'influence, c'est souvent moi qui le recherche et qui les source. Avec ce côté peut-être pas rationnel ou rationnel que je disais, mais en tout cas, je suis plutôt un peu le fil conducteur de dire je trouve que cette personne pourrait permettre aujourd'hui d'incarner la marque ou de pas incarner la marque. On a fait récemment quelque chose avec Julien Sebag où on pourrait penser que il n'est pas le profil type de la personne qui incarnerait du sans-alcool. Et lui, en fait, c'est quelqu'un qui est extrêmement sollicité pour boire de l'alcool. Et en réalité, il a des moments de consommation de Juniper dans son quotidien qui sont très clairs. Parce que, comme je disais aussi, il y a beaucoup de gens qui alternent et lui, il incarne ça aussi. Donc, on comprend bien avec ce que vous racontez qu'il y a beaucoup de codes des digital native brands. Est-ce que vous pensez que des marques de spiritueux ou de spiritueux sans alcool devraient s'inspirer un peu de ces codes-là qui font votre succès aujourd'hui? Ah oui, moi, je suis surprise que ce secteur soit aussi peu digitalisé. C'est vraiment une interrogation que j'ai très souvent. Je ne comprends pas pourquoi ils ne prennent pas les codes. Alors, ce qui est vrai, c'est que si on parle business et qu'on regarde le marché, il n'est pas là. Enfin, nous, on fait du marché un endroit où il y a plein de gens qui disent qu'il y a 0% de marché. C'est-à-dire le marché de la vente en ligne de spiritueux est très faible. Je ne sais pas combien il fait, mais il est très, très faible.
Et donc, je pense que si on prend ces décisions rationnelles qu'on évoquait tout à l'heure et qu'on ne prend que des décisions sans parler à des consommateurs, mais uniquement en regardant des études, je crois qu'on ne vient pas au digital. Et en termes de storytelling, vous, qu'est-ce que vous avez envie de raconter? Donc là, on a compris le côté sain, le côté se faire du bien et bien boire, le côté bon. En termes de moments de consommation, est-ce que vous avez réfléchi votre storytelling comme ça? Alors, on est beaucoup sur l'apéritif. Ça, c'est vraiment le moment de consommation sur lequel on s'est construit. La marque a été pensée pour ça au départ. Et on voit aussi que, en fait, l'apéritif, c'est même dans nos échanges avec nos clients, c'est toujours le moment de consommation privilégié. Il n'y a pas beaucoup de cocktails qui sont partagés pendant les repas en même temps, enfin, en tout cas en France. Donc voilà, donc nous, notre moment sur lequel on souhaite s'inscrire, c'est vraiment ce moment de l'apéritif, même si effectivement, on peut aussi prendre un verre post-repas en prenant du Juniper. Mais voilà, en tout cas, nous, on est beaucoup attachés à ce moment de l'apéritif et on l'a été au départ et on voit que c'est aussi ce qui remonte de la part de nos clients. En bousculant les codes, est-ce que vous avez besoin de vous ancrer à des choses sans les bouger, quoi? C'est une bonne question. En fait, c'est la démarche notamment du est-ce qu'on a besoin de dire ceci n'est pas un Negroni, pourquoi on n'inventerait pas un cocktail tout seul? Et c'est toujours ce sujet, toujours on me demande Valérie, quelle est ta drink stratégie? Alors ça me fait rire puisque en fait ça a été pensé Juniper, mais j'avais pas tous ces codes de savoir si j'avais une drink stratégie précise. Ce que je sais juste, c'est qu'on a pensé les cocktails pour ce moment de l'apéritif, que c'est beaucoup plus facile de dire ceci n'est pas un Negroni et en fait on a une compréhension qui est beaucoup plus facile. Et je crois que c'est aussi une question de stade de développement du marché. Moi, ça fait 5 ans que j'explique qu'il y a du sans-alcool qui peut être là. On peut pas éduquer du jour au lendemain en disant bah oui, mais en plus avec votre sans-alcool, vous pouvez faire un super petit cocktail création. C'est beaucoup trop dur. Et donc j'ai pas l'espace de communication aujourd'hui pour le faire. Néanmoins, avec Juniper, on peut faire des super créations hyper originales, hyper pointues. Enfin, franchement, l'infini des possibles, il est là. Moi, j'adore quand on va dans certains bars et qu'il y a un bartender qui fait une création assez incroyable. Il y a des gens qui vont un peu dépasser. C'est un peu d'ailleurs, le côté très grisant de ce secteur. C'est que il y a des gens qui, moi, j'ai pensé quelque chose et finalement, qui l'interprètent de manière totalement différente. Néanmoins, je peux pas tout faire en 5 ans et il me semble qu'on a fait beaucoup pour la catégorie. Donc là, on a beaucoup parlé du sans-alcool. Est-ce que vous pensez que des nouveaux publics entrent via le sans-sucre? Est-ce que vous pensez que il y a de l'acquisition de nouveaux publics avec le côté sain, le côté peu calorique? Ce que je remarque souvent, c'est que le sans-sucre, c'est très lié. Enfin, en tout cas, parmi nos consommateurs, il y a beaucoup d'hommes qui sont très attachés au sans-sucre, beaucoup plus que les femmes. Et en réalité, nos produits n'ont pas de calories pour une partie de la gamme. Je l'ai très peu en avant parce que j'avais aucune envie. Je voulais qu'on soit une boisson plaisir et donc on le mettait pas en avant. Aujourd'hui, on commence un peu à en parler. Mais ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont très attachés au sans sucre. Il y a très peu de nos clients qui consomment totalement 100% sans sucre, après qui sont sensibles. Le sans sucre, c'est une tendance qui pour moi est très forte, mais on en parle très peu dans les médias, enfin très peu, alors que pour moi le sucre c'est vraiment un ennemi. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment, on consomme beaucoup trop sucré. Il y a plein de cocktails qui sont vraiment beaucoup trop sucrés et qu'on pourrait abaisser tout ça et que c'est beaucoup une question d'habitude et qu'on pourrait changer tout ça. Et donc oui, ça nous permet de faire de l'acquisition client. Après, moi je pense que c'est surtout différenciant parce que 99% de ce qu'on vous propose pour l'apéritif a du sucre. Et parmi les marques qui proposent du sans-alcool, il y en a aussi beaucoup qui proposent du sucre. Et donc voilà, c'est aussi un moyen pour nous de se différencier et de montrer qu'on peut apporter quelque chose de neuf. On le disait dans l'introduction, Rémy Cointreau a pris une participation dans Juniper. Est-ce que l'arrivée de cette grande entreprise au capital a changé quelque chose pour vous? Dans mon quotidien, non. Leur prise de participation est minoritaire, donc en fait, ça ne change pas l'organisation de mes équipes, de nos plans pour les prochains mois. Néanmoins, forcément, ça va. Enfin, en tout cas, c'est aussi le but. Ça va nous permettre de nous développer et de nous accompagner dans notre développement, notamment à l'international, qui est ma priorité du moment. On s'est beaucoup développé en France. 90% de notre chiffre d'affaires en 2024 était en France. Donc, en fait, on a vraiment concentré. D'ailleurs, je pense que c'est aussi une différence par rapport à d'autres marques. C'est qu'on a vraiment voulu faire un vrai focus sur la France et rester en France avant d'aller
dans d'autres marchés. Et voilà, moi, j'ai envie de construire dans chaque pays et j'ai pas envie de m'éparpiller. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'aller construire sur ces marchés et répliquer ce qu'on a pu faire en France en étant plutôt dans une profondeur de marché plutôt que d'aller très, très large. Donc ça, c'est vraiment notre objectif. Et donc voilà. Et donc Rémi, ça nous apporte ça. Et voilà, moi, ce que j'aime beaucoup avec Rémi Cointreau, c'est qu'on a vraiment, je pense, on partage vraiment un ADN assez fort. Alors forcément, je fais du sans-alcool et a priori, ils font de l'alcool, mais au-delà de ça, on partage beaucoup de valeurs. C'est un groupe qui s'est beaucoup construit, avec un ADN très fort et qui n'a pas du tout une stratégie de volume, mais une stratégie aussi de création de marques. Ils ont vraiment des belles marques. Et moi, je pense que j'ai beaucoup à apprendre de la façon dont ils ont pris des marques, ils ont réussi à les faire grandir et émerger au niveau international. Et moi, ce que j'ai aussi beaucoup apprécié dans nos discussions, c'est qu'ils sont aussi sur une dynamique en tout cas, ils ont la durée rentre en compte, et en tout cas, ils sont pas dans une dynamique court-termiste. Et moi, j'ai vraiment envie de ça pour Juniper. Moi, dans 10 ans, j'espère qu'on sera beaucoup plus gros qu'aujourd'hui. En tout cas, c'est l'ambition, mais qu'on aura aussi réussi à garder ce qui, je pense, fait notre succès aujourd'hui, notre image, notre réseau de distribution, et qu'on soit pas allé le brader. Et ça prend du temps. Ça prend du temps de construire une marque. Beaucoup de temps d'ailleurs. Et je crois qu'on a plutôt pas mal réussi les différentes étapes jusqu'alors. Il y a certains moments où on voulait que ça aille plus vite, et puis finalement ça va pas plus vite, et qu'on n'ouvre pas tout. Tout peut pas s'ouvrir vite. Faut prendre le temps aussi de nouer des liens et de construire. Et voilà. Et je crois que c'est fondamentalement un groupe qui est dans cette dynamique. Et voilà, on verra dans les prochains mois, les prochaines années, comment on va réussir ensemble à faire grandir Juniper. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Juniper pour l'avenir ? Je sais pas, de continuer peut-être à grandir, de continuer à se développer, de voir de beaux développements produits, parce que c'est quelque chose auquel on accorde beaucoup de temps, et donc voilà, de faire les choix justes pour les prochaines semaines et les prochaines années. Et puis voilà, j'espère qu'on va réussir, nous, là, on est dans cette étape d'approfondissement dans d'autres marchés. Et voilà, et de réussir à répliquer un peu. Il y a encore beaucoup de choses à faire en France, mais en tout cas, de réussir à répliquer ce qu'on a réussi à faire en France. Après, sur les autres marchés, c'est un peu différent, parce que en 5 ans, il s'est aussi passé des choses dans d'autres marchés. Il y a d'autres marques qui se sont lancées. Et donc, on est en tout cas dans ces pays moins dans une logique de création d'une catégorie, d'évoquer un concept. On arrive là plutôt avec la marque, d'ailleurs, qui est la partie qui me plaît le plus. Donc, je m'en réjouis. Et puis voilà, on va aller dans les prochaines semaines voir ce que le public italien, espagnol et puis d'autres publics européens diront, et comment ils vont accueillir notre projet. Mais j'espère qu'on va réussir à faire grandir ce projet. Avec Juniper, Valérie de Sutter démontre qu'une jeune marque peut s'imposer sans héritage, à condition de s'appuyer sur une vision forte, une identité claire et une communauté engagée. Son parcours illustre parfaitement la manière dont l'innovation et l'évolution des usages se nourrissent mutuellement pour créer de nouvelles opportunités de marché. L'entrée de Cointreau au capital confirme d'ailleurs que ces nouvelles dynamiques ne sont pas périphériques, mais bien au cœur des stratégies de croissance futures. Plus qu'un effet de mode, le sans-alcool haut de gamme s'impose comme un terrain d'expérimentation stratégique où se réinventent les codes du secteur. So Wine Talks reviendra dans quelques semaines pour décrypter à nouveau les tendances de consommation des vins et spiritueux. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux et à lui donner des étoiles sur vos applications de podcast préférées. Un épisode écrit et produit par l'agence So Wine.